Bonjour, voilà, j'aimerais vous présenter un système de jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Grand Tactical Series. Donc dans cette première partie, on va voir surtout les règles et puis aussi un peu l'historique de cette série de wargames de qualité. Et puis dans une seconde partie, je commenterai une partie que je joue en solo pour vous présenter les mécanismes. Bien évidemment, il est fort probable que je fasse des erreurs, que j'ai peut-être oublié quelque chose. Donc vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour m'apporter des précisions. Ça me rendrait service. Une chose aussi importante, c'est qu'en commentaire, vous allez retrouver aussi un ensemble on va dire, de liens qui conduit au jeu, qui conduit aussi aux ressources, comme télécharger les règles qui sont remises à jour régulièrement. Ça vaut la peine. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Maintenant, on va voir l'ancêtre qui est au fait Panzer Command, qui a été édité par Victory Games, qui était pour moi vraiment la boîte, l'éditeur de wargame extraordinaire, qui ont produit des jeux d'une très grande qualité. Et son créateur était Eric Lee Smith, qui est un grand designer, qui a fait plein de bons jeux. Et puis vous pouvez encore le trouver sur le marché de l'occasion. Alors vous voyez aussi là typiquement les graphismes datent, hein, c'est un peu ces graphismes à la SPI de l'époque, à la Simonson, mais moi j'apprécie beaucoup. Ensuite, ce système va être repris et il va être aussi modernisé par Adam Starkweather et il va créer jusqu'à présent 7 titres sous un nouveau système qui s'appelle Company Square System. Voilà, vous pouvez regarder par exemple typiquement Montélimar, qui est Anvil of Fate, qui est un jeu qui a été fait en 2018. Les graphismes sont magnifiques, hein, ça sauf erreur, c'est d'Antonio Pinar. Voilà. Ensuite, il y a eu bien sûr édité cette fois chez Multimans Publishing, toujours repris par Adam Starkweather, qui est la Grand Tactical Series, qui est très proche de CSS. Jusqu'à présent, il y a eu 8 titres qui ont été faits, et puis on va jouer à celui qui s'appelle Strike Counter Strike, qui a été fait en 2023 par Joe Shaken. Les graphismes sont magnifiques, et puis surtout, c'est édité dans un journal qui s'appelle Briefing. Grand Tactical Series Briefing, volume 1. Édité chez MMP, donc c'est un journal où vous avez des planches de pions, où vous avez une belle carte. Il y a un jeu complet dedans. Les règles, par contre, elles sont à télécharger sur leur site. Tout ça sera mis en description. Et en plus de ça, vous avez dans ce journal-là plein d'analyses de parties. C'est-à-dire si vous êtes débutant, vous apprenez plein de trucs. Franchement, pour le prix, c'est vraiment un must-have. Voici. Alors maintenant, d'une manière générale, ces séries-là, Panzer Command, CSS et puis TGS, hein, tout ça, le système des règles sont relativement analogues. On est au niveau de la compagnie. Chaque hexagone représente grosso modo 500 mètres. Chaque tour de jeu représente 2 heures. Un tour de jeu diurne. Par contre, les tours de jeu de nuit peuvent s'étendre, peuvent représenter 6 à 12 heures de temps. Et puis les graphismes, on avait Ted Kohler pour Panzer Command, pour la série CSS, c'est Antonio Pinar qui travaille pour Compass Game, puis Nicolas Scubi pour Grand Tactical Series, ça c'est pour Compass Game. Voilà. On va passer à la suite. Alors bien sûr, Grand Tactical Series, c'est aussi un wargame, et la plupart du temps, les wargames, hein, il y a des séquences de jeu. On commence lors du premier tour de jeu diurne, on va regarder le temps, le weather, on va regarder ensuite le air power, si les avions sont disponibles. Ensuite, on passe directement au renfort, on place les renforts dans les holding box. Ensuite, ça c'est un point important, on peut acheter des points qu'on appelle les dispatch points avec des command points qui permettent d'activer des formations. On verra ça en tour de route. Ensuite, on peut faire des parcs d'artillerie parce que l'artillerie doit être dans des parcs d'artillerie pour être vraiment efficace, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et l'artillerie joue un rôle important. Ensuite, on peut mettre des formations, on peut subordonner des formations, mais dans le cadre de ce petit jeu, Strike Counter Strike, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on met les pions d'activation
dans une coffee mug. Oui, c'est un jeu qui se joue avec des activations de formation, mais c'est pas si chaotique que ça parce qu'on doit réfléchir à ce qu'on fait. C'est vraiment bien foutu. Et puis ensuite, une fois qu'on tire une activation, il y a une phase d'activation qu'on doit jouer ici. Et puis à la fin, une fois que toutes les activations ont été faites, on nettoie, on va dire le jeu, il y a une phase de nettoyage, puis on avance le pion tour. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on regarde les unités, alors les unités, il y a plein d'unités différentes. On ne va pas aller trop dans les détails, mais grosso modo, vous avez un exemple d'unité, et vous voyez, il y a plein de chiffres. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle les points de mouvement. La couleur aussi des points de mouvement vont indiquer que si l'unité elle est à pied, ou si l'unité elle est tractée, ou si l'unité elle est dans des véhicules à roues. Vous avez la troop qualities qui représente son moral. Plus il est haut, mieux c'est. Vous avez ici la défense. La défense, quand le chiffre est négatif, ça veut dire que ça vous protège bien, oui, c'est comme ça. Et ici, vous avez le fire rating, qui peut être de différentes couleurs, on verra ça en cours de jeu, ça veut dire est-ce que ça tire est-ce que ça fait des tirs indirects, est-ce que ça fait des tirs directs, est-ce que ça fait des tirs anti-chars. Là, vous avez la portée. Et puis ici, vous avez assault rating, c'est-à-dire lorsqu'il y a un combat dans l'hexagone, on va plutôt utiliser ceci. Et dans de très rares cas, vous avez le air defense. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Ensuite, ce qui est intéressant, si on va regarder les points on va un petit peu regarder les couleurs, hein, je vous en avais parlé. Donc ici, dans le fire rating, vous avez plusieurs couleurs. Toutes ces couleurs veulent dire quelque chose. Quand c'est du blanc, c'est dual purpose, c'est-à-dire typiquement les chars peuvent très bien tirer des obus perforants, mais aussi des obus explosifs. Small arms, ça veut dire les mitrailleuses, les fusils. Armor piercing, c'est quand vous avez des canons anti-chars qui ne tirent que des obus perforants, donc c'est très efficace contre les blindés, mais pas contre le reste. Light mortar, c'est les petits mortiers. On verra, c'est un peu particulier. Les mortiers directs, les mortiers standards. Le tir indirect, et puis le tir indirect, mais pour du high explosive, c'est-à-dire des obus explosifs, qui peut être en tir indirect ou en tir direct. Puis organic artillery, l'organic artillery, c'est de l'artillerie vraiment qui appartient à une formation ou à une division. Ensuite, en ce qui concerne les points de mouvement que vous voyez ici ils ont 18, 14, ces choses-là, ça dépend de la couleur. Quand vous avez du blanc, ça veut dire que vous êtes à pied. Quand vous avez du noir, ça veut dire que vous êtes sur des roues. Et puis quand vous avez du rouge, vous êtes tracked, c'est-à-dire que vous êtes un peu tout terrain, quoi. Maintenant, ce que moi j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'au fait, c'est que c'est un jeu où il y a, on va dire, lorsque vous avez une division, vous avez un tas d'unités autour de cette division. Les blindés, par exemple, dans la Panzerlehr, les blindés sont bien représentés, mais c'est pas l'essentiel au fait des pions. Il y a beaucoup d'unités de support. Vous allez avoir des mortiers, vous allez avoir, par exemple, des pontonniers, vous allez avoir plein de choses parce que vous ne pouvez pas, une formation, c'est pas que des unités combattantes, c'est aussi des unités de soutien, et sans elles, vous n'allez pas bien loin. Vous ne pouvez pas traverser des ponts, vous ne pouvez pas traverser des rivières, vous avez besoin de soutien, notamment d'artillerie. Ce qui est intéressant dans l'organisation, c'est que dans les activations, il y a plusieurs types d'activations. Ça, il faut bien retenir, c'est important. Vous pouvez activer l'ensemble de la division. Vous pouvez activer une formation, par exemple, typiquement une formation, ça peut être ceci. Vous pouvez, les unités peuvent être activées par des ordres directs, ça on verra tout à l'heure, et puis il peut aussi y avoir des événements aléatoires. Donc voilà, il faut retenir, on peut activer toute la division, ou seulement des formations, ou par ordre direct, où il peut y aussi avoir des événements. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble finalement, on va dire, la fiche d'une division. Ici, vous voyez la fiche d'une division. Les divisions, elles ont plusieurs choses. Ce qui est important, elles ont souvent un command rating et puis un dispatch rating. Le dispatch rating, le command rating permet, plus l'unité a une command rating importante, plus l'unité va gagner des points de commandement. Et puis, c'est la même chose pour les points de dispatch, à peu de choses près. On va dire ça comme ça. Et il ne faut pas confondre entre dispatch rating et dispatch point. Alors, les points de commandement servent aussi à activer des unités, ce genre de choses. Les dispatch points servent surtout pour acheter de l'activation de formation et puis pour mettre des parcs, pour former des parcs d'artillerie. Ça, on verra au cours de la partie. Donc, vous voyez, par exemple, cette Panzerlehr, elle a 5 command rating, elle a 3
de dispatch rating. Et ici, par exemple, dans le scénario numéro 2, elle commence avec 2 points de dispatch et puis 4 points de command rating. On verra ça dans la seconde partie. Et puis, il peut y avoir aussi des parcs d'artillerie ici, tout simplement. Il y a bien sûr des victory points, tracked, bon, ça voilà. Il peut aussi y avoir des points ici, une holding box où on peut voir par exemple qu'il y a des mines. Elle peut avoir par exemple des roadblocks, c'est-à-dire faire par des débris pour bloquer des routes, ce genre de choses. Et puis aussi avoir ce qu'on appelle former des arrière-gardes. Mais ça, on ne va pas beaucoup utiliser. C'est simplement pour votre information. Alors comment ça se passe au fait le jeu quand on doit mettre par exemple au bout d'un moment les pièces, les activation sheets, c'est-à-dire les petits pions d'activation. Alors pour libre, pour free, ben, vous pouvez mettre les ordres directs, les activations de division et puis les events, on les met pour libre, ça ne coûte rien. Par contre, acheter des activations de formation, ça coûte. Ça coûte un dispatch point pour acheter une activation de formation qui sera activée le tour suivant. D'accord, qui sera disponible le tour suivant. Si vous voulez qu'il soit disponible tout de suite, eh ben, ça coûte 2 dispatch points. Ça coûte vite cher. Puis on ne peut pas acheter des dispatchs, on ne peut pas acheter des formations qui ne sont pas disponibles non plus. Donc, il faut bien gérer. C'est beaucoup ça, ce jeu qui est intéressant, c'est qu'on peut donner un grand coup, mais ensuite, si on veut continuer sur cette lancée, eh ben, ça coûte beaucoup de dispatch points. Donc, on ne peut pas tout le temps être sur l'offensive. Il y a un moment, eh ben, il faut accumuler à nouveau des dispatch points. Donc, il faut gérer au fait ses offensives et sa défense. Donc, pour retenir, si vous voulez utiliser une formation, pour le tour même, si elle est disponible, ça vous coûte 2 dispatchs. Pour le tour suivant, 1 dispatch. Et attention, l'activation d'une formation, ce n'est pas l'activation d'une division. Quand vous activez une division, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais en général peu d'actions offensives et vous ne pouvez pas vous approcher trop, on va dire, des unités ennemies, tandis que les formations, quand vous activez les formations, elles peuvent être beaucoup plus offensives. Ben justement, on va regarder tout ça. Ce qui est très important quand, par exemple, vous avez une activation quelconque. Par exemple, typiquement, dans les activations de division, vous pouvez quasiment tout faire, sauf bouger de ce qu'on appelle dans une fire zone. C'est ce que je disais. Vous ne pouvez pas faire du tir direct ni du tir indirect, à part quelques exceptions. Vous ne pouvez pas faire de l'assaut. Une des choses qu'il faut bien se rappeler, qui est très important, lorsque vous activez une unité, eh ben, vous pouvez tout à fait l'activer une seconde fois directement, une unité, en dépensant immédiatement un point de commandement. Ce qui est très important, il faut que la nature de cette seconde activation soit différente que celle de la première. Exemple, vous ne pouvez pas bouger une fois une unité, vous payez un point de commandement, hop, puis je la rebouge une deuxième fois. Non, vous pouvez faire d'autres choses. Et là, on voit ce que vous pouvez faire ou pas. Typiquement, ici, je pourrais dans une division tout à fait bouger à condition de ne pas rentrer dans une fire zone comme première activation. Dans une seconde activation, je pourrais très bien faire un ralliement avec la même unité ou bien faire un tir indirect. Voilà, mais je devrais dépenser un point d'activation. Donc dans les formations, les unités qui ont été activées par une formation, elles peuvent aussi avoir une seconde activation sans aucun problème. Par contre, pour les ordres directs, il n'y a pas de seconde activation. Voilà, si vous comprenez ça, c'est déjà très bien. Ensuite, les mouvements, eh ben, comme je vous ai dit, il y a 3 types de mouvements: à pied, sur des véhicules, on va dire à roues normales, et puis des véhicules tractés, style tank. Alors ce qui est très important, vous pouvez faire des mouvements on appelle in-column movement. Donc de ce fait, quand vous êtes en in-column, ce qui est très bien, c'est que vous allez beaucoup plus vite sur la route. Pour vous mettre en in-column, ça vous compte un seul point, donc c'est pas très cher. Par contre, vous pouvez soit vous mettre en in-column ou enlever le statut in-column. Vous ne pouvez pas le faire les 2 fois durant la même phase de mouvement. Si vous devez le faire, c'est que vous êtes forcé. À ce moment-là, vous avez un malus, vous obtenez un point de cohésion hit. On verra ça peut-être plus tard. Pour ensuite aussi une unité, par exemple, typiquement les unités d'artillerie, elles peuvent être par exemple
déployée, elle peut être normale, peut être aussi en transport mode, c'est-à-dire mounted. Ben, vous voyez sur le même pion, là vous avez l'artillerie qui est débarquée, puis là l'artillerie qui est tractée. Et ben, le transport mode, c'est très pratique. Monter en transport, aller se mettre en transport mode, et ben ça vous vous pouvez vous mettre en transport mode, ça vous coûte la moitié sauf erreur de vos points de mouvement, mais vous pouvez seulement vous déplacer le tour suivant. Vous pouvez vous démonter aussi de passer de transport mode en unmount, mais cela vous coûte la moitié de vos points de mouvement. D'accord? Donc c'est très pratique, mais par contre, effectivement, n'oubliez pas, lorsque vous êtes en transport mode, souvent vous êtes beaucoup plus vulnérable. En transport mode, vous pouvez très bien aussi être en une colonne ou pas. Donc voilà, alors, généralement vous le faites parce que comme ça, sur les routes, vous allez très très vite. Vous pouvez aussi faire la marche forcée. Alors c'est seulement les unités qui peuvent le faire, ce sont les unités à pied. Et puis il faut réussir un quality check. Voilà. Le stacking, eh ben, en général, vous ne pouvez pas avoir plus de 8 steps sur une case avec une unité in column maximum. On ne peut pas avoir 2 unités in column, d'accord? Parce que ça veut dire qu'elles sont vraiment déployées en ordre de mouvement, tout simplement. Maintenant, vous pouvez aller voir hein, typiquement les cartes ici. Ça, c'est très, très, très important. Là, c'est pour les points de mouvement. Ben, vous voyez, par exemple, dans une unité, il y a des legs, les wheeled, les tracked. C'est chaque fois un peu différent. Et puis, vous pouvez regarder que si elles sont en mode régulier, c'est-à-dire dispersées aussi en mode in column, et ben, les points changent. Typiquement, les legs in column bougent plus vite dans le clear. Typiquement aussi, si vous êtes in column, vous pouvez profiter à ce moment-là des routes. Mais si vous n'êtes pas in column, vous ne pouvez pas profiter des routes. Par exemple, si vous êtes... regardez, par exemple, typiquement, les véhicules ne peuvent pas aller directement dans des forêts. Ils peuvent aller dans les forêts à condition qu'il y ait une route. Et pour aller sur une route et profiter de la route, vous devez être in column. Et puis pour être in column, bien évidemment, ça a des avantages. Vous bougez plus vite, mais vous êtes aussi plus vulnérable. Donc c'est un jeu qui est très fin à ce niveau-là. Vous voulez traverser une rivière, est-ce que vous êtes en in column? Si vous êtes en véhicule, oui, alors à ce moment-là c'est possible, mais si c'est pas possible, vous pouvez pas le faire. Donc c'est toutes des choses comme ça, c'est marqué ça dans les tabelles. Vous verrez, c'est complet. Ensuite, voilà, maintenant on va parler des concepts généraux, on va dire, du combat. Donc il y a 4 types de combat, il y a le tir direct, le tir indirect, le tir d'opportunité et l'assaut. D'une manière générale, le tir direct, c'est contre des unités qui se trouvent dans votre ligne de visée et puis qui sont aussi à portée d'armes. On est d'accord, on appelle ça la fire zone. Le tir indirect, eh ben, ça peut être une artillerie qui tire à distance, il n'est pas obligé de voir l'ennemi, et puis en plus de ça, il suffit simplement qu'il y ait un spotter, c'est-à-dire qu'une unité de la formation se trouve à bonne distance, c'est-à-dire à vision de l'unité ennemie qui est bombardée. Les tirs d'opportunité, ça c'est particulier, c'est lorsque vous, par exemple, en tant que vous bougez vos propres unités dans des enemy fire zone et celles-ci, eh ben, elles répondent en vous tirant dessus. Donc il faut faire attention. Et puis l'assaut, c'est vraiment le combat qui se passe dans l'hexagone d'un ennemi. C'est assez sanglant et c'est une des, on va dire, une des parties du jeu qui est relativement complexe. Alors maintenant, on va juste parler un peu de la ligne de visée, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça va dépendre de la distance. Vous pouvez regarder, vous avez une distance, vous pouvez voir en plein jour jusqu'à 8 hexagones. Durant la nuit, 3 hexagones, mais lorsqu'il pleut ou lorsque vous avez du brouillard, ceci étant réduit à 2 hexagones. On va laisser tomber les postes d'observation, les strong points, il y en a très peu et on utilise très très peu. Les unités, elles ont ce qu'on appelle un fire range, et ben c'est ce petit chiffre qui se trouve ici. Là, par exemple, c'est une unité d'artillerie, elle tire à 19 cases, hein, c'est beaucoup. Mais c'est clair, elle ne va pas pouvoir voir jusqu'à 19 cases. Généralement, elle aura besoin d'un spotter. Le fire range, par contre, est réduit à un hexagone s'il y a une unité ennemie qui se trouve adjacente.
Voilà, donc ça sert à rien d'avoir une portée inimaginable s'il y a un ennemi qui est à portée, hein, j'entends, qui est juste à côté de vous. C'est clair que c'est pas possible. Et puis aussi, ça c'est une chose importante, si vous êtes soumis à un bombardement, si vous avez ce qu'on appelle avec un barrage marqueur sur l'unité, une unité qui a un barrage marqueur dessus, eh ben, ça veut dire qu'elle est sous bombardement et sa fire range est réduite à un hexagone. C'est très pratique lorsque vous lancez des attaques, hein. La fire zone, c'est quoi? C'est l'intersection, alors je parle un peu comme un mathématicien, entre la fire zone et la line of sight. Ça veut dire quoi? Ben, en clair, que si vous pouvez voir une unité jusqu'à 8 hexagones, mais votre arme ne tire que jusqu'à 3 hexagones, ben votre fire zone est de 3 hexagones. Voilà, tout simplement, hein. Les mortards, les mortiers n'ont pas de fire zone, ça c'est important, et l'artillerie a une fire zone jusqu'à 3 hexagones. C'est un peu particulier l'artillerie, on verra ça peut-être un peu plus en détail. Voilà, alors on va parler maintenant du tir direct. Donc ce qui est important dans le tir direct, il faut que la cible soit dans une fire zone, et surtout n'oubliez pas que le range, que votre fire range est réduit à un hexagone si vous êtes adjacent à une unité ennemie ou bien que vous subissez un barrage. On modifie aussi, il y a des modificateurs aussi lors du tir, et ça c'est très très important. On ne modifie pas le dé, mais on modifie le fire rating. Donc, ce qui est très important, que si vous êtes une compagnie qui n'a pas perdu de step, c'est-à-dire avec 2 steps, vous pouvez obtenir 2 points de fire, vous pouvez obtenir 2 points de firepower si vous passez un troop quality check, c'est-à-dire qu'il faut réussir avec votre dé, c'est un dé à 10 faces, à faire votre troop quality, à faire un chiffre égal ou inférieur au troop quality. Il y a bien sûr le terrain qui va influencer. Vous avez bien entendu la portée aussi. Lorsque vous tirez à distance, vous allez influencer. Donc il y a des différences si votre cible est un armored ou armored. Vous avez bien sûr le defense rating de l'unité sur laquelle vous tapez dessus. Et puis la masse, s'il y a beaucoup d'unités qui sont empilées, eh ben, c'est plus facile de faire des dégâts. Le temps, bien entendu. Et puis le statut de l'unité aussi. Si l'unité, par exemple, est suppressed ou bien ce genre de choses, ou bien si elle est in column par exemple, eh bien évidemment ça aura des influences. Tout ça c'est dans tout ça est inscrit là-dessus. Je ne vais pas faire trop de détails là-dessus, mais sachez que qu'on modifie le fire rating par l'ensemble de ces modificateurs là. Ensuite on jette un dé, et si le dé il est automatiquement, vous faites un 9, ou bien qu'il est au-dessus, on va dire, du fire rating modifié par tous ces modificateurs-là, vous avez réussi. Sinon, c'est un succès. Et puis, vous regardez directement le résultat sur la tabelle. Un 0 est un succès automatique. Donc, il y a 10% que vous réussissez toujours, même si vous êtes nul. On va regarder comment ça se passe. Admettons, par exemple, que vous avez réussi, vous avez en tout un fire rating après modificateur de 3. Et si vous faites 2 OD et que votre target est une cible blindée et vous touchez avec du dual purpose, c'est-à-dire vous tirez dessus avec des unités avec du perforant. Donc j'avais dit quoi, que vous avez fait 3 OD, et bien dans ce cas-là, vous avez un C, et C ça veut dire un cohesion hit, c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui ont été endommagés ou ce genre de choses. Donc il y a plusieurs explications de plusieurs résultats de combat. La suppression, une possible suppression, la suppression. La suppression, c'est vraiment un résultat qui est emmerdant, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment rien faire, et il est des fois préférable de transformer une suppression en cohesion hit. Si vous réussissez un troop quality check, il y a le cohesion hit, où vous avez le step loss, c'est-à-dire la perte d'un pas, et l'unité est éliminée. Donc vous voyez, la suppression, typiquement, vous ne pouvez plus tirer, c'est vraiment pas terrible. Il y a un cohesion hit, 2 cohesion hit, puis ensuite vous reprenez encore une cohesion hit, vous avez un step loss, d'accord? Et bien sûr, les suppressions et cohesion hit, peuvent être récupérés en cas de ralliement. Donc, ah oui, encore une chose, vous voyez, il y a plein de couleurs, donc tout dépend du type, on va dire, d'armement que vous utilisez, d'une certaine manière.
et si la target, si la cible, elle est hard-mode ou pas, hein, bien évidemment. Mais tout ça est relativement bien expliqué dans les tables, et voilà. N'oubliez pas, c'est pas le dé que vous modifiez le résultat du dé, c'est le firepower. C'est le firepower. Et vous lisez ensuite directement, si vous réussissez, vous lisez directement le résultat que vous avez obtenu au dé sur les tabelles. Donc c'est un seul jet de dé. Le tir indirect, c'est quelque chose qui peut être un peu plus compliqué. Les unités d'artillerie qui ont un fire rating en orange, elles doivent être absolument dans un parc d'artillerie, sinon elles ne servent à rien, elles ne peuvent rien faire. D'accord ? Les mortiers et les unités d'artillerie organiques, c'est-à-dire qui ont un fire rating en brun, qui ne sont pas sous un tir de barrage, peuvent faire du tir d'artillerie. Et puis les unités Emplaced artillerie, bon, dans le petit jeu auquel on va jouer, auquel je vais présenter lors de la prochaine vidéo, hein, celle-ci, il n'y a pas ce genre de choses, c'est typiquement de l'artillerie côtière. Dans la première des choses à faire, c'est de voir si l'unité qui va être bombardée, est-ce qu'elle est spot. Ça, c'est très important. Donc, il faut que l'unité puisse être vue par une unité de la formation. Ce qui est important aussi dans les cas, par exemple, du tir indirect, et notamment qui se trouve dans les parcs d'artillerie, des unités qui sont dans les parcs d'artillerie, il faut qu'elles soient en contact avec le leader. Voilà. C'est un peu plus long à mettre en place, c'est une des règles, on va dire, assez sophistiquées, mais une fois que les unités dans des parcs d'artillerie sont en contact avec le leader d'une formation, vous pouvez les utiliser pour bombarder tout ce que vous voulez, et surtout ça a des portées très grandes, donc c'est très intéressant, mais il faut bien entendu qu'il y ait un spotter dans la formation en question. C'est-à-dire qu'il faut que les unités dans un parc d'artillerie ne peuvent absolument pas spotter elles-mêmes, elles ne peuvent pas. Non, ça doit être d'autres unités qui doivent le faire, simplement des unités de la formation à portée de commandement. Ensuite, bien évidemment, il y a toujours des modificateurs du firepower, mais il n'y a pas de modificateur de portée, ce qui est très très bien. Et puis, une fois que vous avez jeté le dé, vous regardez le résultat, c'est à peu près la même chose que pour le tir direct, c'est la même chose, mais si vous n'avez pas fait un 9 au dé, vous allez rajouter soit un light barrage si vous avez un firepower qui est inférieur à 5, un firepower qui est modifié inférieur à 5, et s'il est supérieur ou égal à 5, vous mettez un heavy barrage. Les heavy barrages sont très très emmerdants, autant vous le dire, mais les light barrages, de toute façon, l'effet des barrages, c'est toujours la même chose. Ça réduit la portée de tir de l'unité, sa fire zone à 1. Donc c'est vraiment très très ennuyeux. Et puis quitter typiquement un fire barrage, ça coûte des points de mouvement, ça réduit votre morale, c'est des résultats particulièrement ennuyeux. Les assauts, c'est probablement une des règles les plus, on va dire, complexes. Il faut déterminer les stacks qui vont lancer l'assaut et sur le stack sur lequel vous allez conduire l'assaut. Si vous êtes dans une enemy fire zone, vous devez faire un bravery check des unités qui donnent l'assaut. C'est une sorte, on va dire, de quality check, mais dans lequel vous allez mettre des modificateurs, notamment des modificateurs de défense, de l'unité qui sera attaquée. Vous allez mettre un certain nombre de modificateurs comme Improved Position. Bref, il y a un tas de choses qu'il faut mettre. Tout ça est dans une tabelle. Je ne vais pas le détailler ici. Puis une fois que vous avez réussi, c'est tout bon. Vous pouvez vous lancer à l'assaut. Si vous faites ça et que vous réussissez, le défenseur fait automatiquement un tir d'opportunité. Donc les tirs d'opportunité, ça peut faire mal. Si vous survivez au tir d'opportunité, il y a deux rounds possibles. Vous pouvez choisir, soit vous faites une charge, soit vous faites un tir d'assaut. Dans le cas de charge, c'est un choix. Soit, dans le cas de charge, le défenseur, il doit réussir un troop quality check. S'il ne le réussit pas, il est éliminé. S'il réussit son troop quality check, le défenseur, il fait un tir, un tir d'assaut défensif 2 fois, en fait. 2 fois. Et voilà, tout simplement, et c'est terminé. Si vous avez choisi par contre de faire un tir d'assaut, d'abord le défenseur fait un tir direct 2 fois, notamment avec son firepower et puis avec son fire rating et avec son assaut rating. Puis ensuite, c'est à votre tour. Vous faites avec votre fire
votre fire rating et ensuite avec votre assaut rating. Donc vous voyez, quand vous lancez un assaut, ce qui est difficile, c'est de pouvoir survivre au début. Hein. Vous avez affaire carrément à 3 tirs, automatiquement. Vous avez affaire à un tir d'opportunité, puis si vous survivez, à ce moment-là, il y a encore 2 tirs d'assaut. Sauf en cas de charge, évidemment, si le défenseur rate sa quality check, là, il est éliminé. Mais voilà, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Alors maintenant, on va parler des tirs d'opportunité. Donc dans les tirs d'opportunité, ça se passe de la manière suivante. Donc quand tu as une unité amie qui essaye de faire quelque chose dans une zone de tir ennemi, dans une enemy fire zone, comme dans un hexagone initial qui se trouve dans une enemy fire zone, pour n'importe quel mouvement d'action, c'est-à-dire si vous quittez une enemy fire zone, si vous changez de mode de transport, c'est-à-dire mount, unmount, ou bien vous vous mettez en in column, ou bien si vous entrez ou vous sortez d'une tranchée, tout ça, ça peut provoquer un tir d'opportunité. Le fait aussi de faire des actions, par exemple, d'assaut, des actions, par exemple, d'engineer, et même sauf erreur, non pas de ralliement, des actions d'engineer, comme par exemple construire des improved positions, ce genre de choses, peut provoquer aussi des tirs d'opportunité. Qui peut faire les tirs d'opportunité? Ce sont les unités qui ne sont pas actives, c'est les unités ennemies, qui se trouvent, qui feront que du tir direct. L'artillerie peut aussi faire dans certains cas d'opportunity fire, mais au maximum dans une enemy fire zone de 3, en utilisant du direct height explosive. Les unités de mortier ne peuvent jamais faire de l'opportunité, du opportunity fire. La procédure, tout d'abord, l'unité qui veut faire du tir d'opportunité doit réussir un troop quality check. Il n'est pas possible de dépenser des points de commandement pour réussir automatiquement. Et puis, il y a à peu près les mêmes modificateurs que pour le tir direct. Sauf qu'il n'y a pas du bonus de la compagnie. Et on rajoute un +2. Waouh, c'est énorme. Si vous partez d'une zone une enemy fire zone pour rentrer dans une autre enemy fire zone. Si vous quittez une enemy fire zone pour aller dans un hexagone qui n'est pas une enemy fire zone, il y a -1. Et puis si vous fuyez d'un assaut, il y a +2. Ce qui est très important, c'est que les tirs d'opportunité se font dans l'hexagone initial, pas dans l'hexagone d'arrivée. Ça, c'est vraiment une des spécificités. Et si l'unité amie reçoit un résultat de suppression, là, elle arrête directement son action, sauf si bien sûr elle réussit à transformer sa suppression en cohésion hit. Alors, maintenant, encore quelques actions que je n'ai pas parlé. Vous pouvez bien sûr faire des actions de ralliement. Vous pouvez directement enlever une suppression ou des cohésions hit. C'est automatique si vous vous trouvez dans le range, à la distance d'un commandant. Les leaders ne sont pas des unités, ils peuvent être transférés à la fin des activations. Et puis ils ont aussi ce qu'on appelle un attachment rating, qui est le nombre, on va dire, d'unités indépendantes auxquelles il peut donner des ordres, au fait, tout simplement. Les unités sont considérées en commande. Alors, les unités indépendantes peuvent être commandées par n'importe quel leader, mais bien sûr, il faut qu'ils soient attachés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du attachment rating. Il y a des leaders qui ont beaucoup d'attachment rating, d'autres pas. Et puis, si une unité n'est pas, on va dire, à distance de commandement, elle est considérée out of command. Alors, elle peut plus dépenser des command points. C'est-à-dire faire une seconde activation, c'est pas possible lors d'une activation de formation ou de division. Sa qualité de troupe est de -1. Elle ne peut pas elle peut pas spotter pour des autres unités, pour les unités qui font du tir indirect. Voilà, donc c'est plutôt limitant, mais c'est pas non plus très grave. Et puis, vous avez aussi les actions d'engineer. Alors ça, c'est des actions qui sont intéressantes. Vous pouvez construire des improved positions. Donc, en général, les unités qui sont des engineers, les réussissent automatiquement. Ce n'est pas le cas pour les autres unités à pied,
qui doivent passer un Troop Quality Check. Pour les entrench, il n'y a que les unités que les unités d'ingénieurs qui peuvent construire des entrench. Les entrench peuvent être construites pour toutes les unités, les autres unités à pied. C'est-à-dire que ça reste, tandis qu'une Improve Position, si vous quittez si vous quittez l'hexagone dans lequel vous avez une Improve Position, vous perdez l'Improve Position. Les Improve Position, contrairement aux tranchées, sont faites que pour l'unité en question. Les roadblocks, on utilise ça peu souvent, mais ça permet surtout, par exemple, ça permet surtout on va dire, de bloquer une route. Voilà, et c'est les ingénieurs qui peuvent le faire. Quand vous ratez, ça c'est intéressant, quand vous ratez par exemple un Troop Quality Check, quand vous voulez construire par exemple une Improve Position ou une tranchée ou des roadblocks, vous mettez un pion qui s'appelle Main Network qui va augmenter la chance de pouvoir réussir votre ouvrage le tour suivant ou dans les activations suivantes où il y a un petit +1 qui est ici et qu'en retournant encore, si vous ratez encore une fois, il y aura un petit +2. Donc vous augmentez sensiblement vos chances. Il est tout à fait possible de créer aussi ce qu'on appelle des rear guards. C'est n'importe quelle unité d'infanterie qui ne sont pas en colonne, qui doivent passer un Troop Quality Check. Et puis ils doivent pas être ils doivent être pas trop loin des unités qui permettent la création de ces unités-là. Et surtout pas être dans une enemy fire zone. C'est des unités qui n'ont même pas un pas. C'est-à-dire que si elles reçoivent un cohesion hit, elles sont éliminées. Vous voyez, c'est des unités qui sont faibles. Mais ça sert surtout peut-être pour occuper un terrain ou ce genre de choses. Ben voilà, on a terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous présenter d'autres jeux. Bien entendu, c'est une de mes premières présentations. Donc, c'est clair que ça reste encore peut-être un peu amateur. Et puis surtout, je pense que il y a une marge de progression et je me réjouis d'en faire d'autres. Et il y aura bientôt d'autres jeux que je vais vous présenter. Je vous remercie. Au revoir.